On m'a dit, ah non, monsieur, on vous soupçonne de glorifier le Hamas sur votre lieu de travail. C'est extrêmement bizarre. Il y a de l'intimidation et on voit bien que c'est de la barbouzerie. En fait, ils voulaient vraiment faire dire des choses. C'est pas parce qu'on est la cible du renseignement qu'on doit être d'un seul coup dépossédé de ses libertés fondamentales et de ses droits fondamentaux. Le 20 janvier 2024, Tayeb Kouira, agent de piste à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et porte-parole national du syndicat Sud-Aérien, a été convoqué au commissariat du Blanc-Mesnil. Pensant à une affaire dont sa fille a été victime, il se rend le plus vite possible sur place. Sans en être informé, le syndicaliste est en réalité auditionné par 2 agents des services de renseignement français. Une pression qui avait à l'époque remué le milieu militant et syndical. Une plainte avait été déposée et une enquête menée. Plus d'1 an après, nous nous sommes procuré le rapport d'enquête de l'Inspection générale de la sécurité intérieure qui dévoile les contours des méthodes des services de renseignement et les raisons invoquées par la DGSI pour avoir auditionné M. Kouira en dehors de toute procédure judiciaire. Mais d'abord, revenons à ce samedi soir du 20 janvier 2024. Alors le 20 janvier 2024, vers les coups de 19h, je reçois un appel d'une personne qui se présente en tant que police nationale et qui me demande de venir urgemment au commissariat du Blanc-Mesnil. Donc je lui ai précisé que j'arrive tout de suite. Il m'a demandé d'attendre 1 heure parce que le commissaire voulait aussi m'interroger. Donc j'ai attendu 1 heure. Ensuite, je me suis dirigé vers le commissariat du Blanc-Mesnil. Je suis parti honnêtement, sans aucune inquiétude, puisqu'au moment des faits, c'est de la malchance. Ma fille, on lui avait volé une carte bancaire qui était précisément à mon nom. C'est une carte prépayée bancaire. Donc je pensais qu'ils avaient retrouvé une personne avec cette carte, avec mon identité. Donc je me suis dirigé sans aucune crainte. Mais arrivé au commissariat, les choses ne se passent pas tout à fait comme M. Kouira l'avait envisagé. À l'entrée, déjà, on commence à me contrôler. Je pense que ça doit être la procédure normale. Et une personne m'attendait, donc ils m'ont fait monter au premier étage, où une deuxième personne m'attendait à l'intérieur d'un bureau. Et là, j'ai eu une deuxième palpation qui était plus, on va dire, plus appuyée. On me demande de m'asseoir, et là, on me pose la question, monsieur, vous savez pourquoi on vous a demandé de venir en toute urgence? J'ai répondu en toute naïveté, je pense que ça doit être pour une carte bancaire volée. On m'a dit, ah non, monsieur, on vous reproche quelque chose qui est plus grave et qui vous concerne directement. On vous soupçonne sur votre lieu de travail de glorifier le Hamas et d'appeler justement à vos collègues à essayer de tout faire exploser. J'étais sous le choc puisque je ne m'y attendais pas vraiment du tout. Et là, ils ont commencé à insister sur des questions mais qui n'ont ni queue ni tête, notamment sur quelle mosquée je fréquentais, mais pas que. Est-ce que j'envoyais de l'argent à l'étranger? Je disais peut-être, oui, il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé à ma mère qui est au Maroc en vacances. Elle me dit, oh non, on ne vous demande pas ça. On vous demande est-ce que vous financez des organisations terroristes au Proche-Orient? Alors, je leur dis, je suis un smicard, j'ai du mal à payer mon loyer, c'est pas avec mon salaire que je vais pouvoir financer quelques organisations. Ensuite, ça a continué sur oui, mais vous êtes sûr, sur le coup de la colère, vous avez peut-être pu dire quelque chose, notamment pendant les réformes de retraite, puisqu'il faut savoir, pendant les réformes de retraite, il y a eu un blocage aussi de l'aéroport. Il y a un blocage sur toute la France, mais aussi sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. On va surtout sur une grève illimitée, reconductible, tant que cette réforme n'a pas été retirée par ce gouvernement. Je me demandé à ce moment-là, est-ce que peut-être, vous en avez marre avec le gouvernement Macron, clairement, et vous avez pu dire, ouais, il faut tout faire exploser, il faut tout faire éclater, ça a pu être compris autrement. Naturellement, le syndicaliste répond aux questions de manière spontanée, alors que celui-ci n'est informé ni de ses droits, ni du contexte dans lequel il est auditionné, ni qui sont les personnes qui l'auditionnent. Il pense qu'il a affaire à de simples policiers du commissariat. Et c'est sur ce flou que vont surfer les limiers du renseignement pour recueillir les informations qu'ils sont venus chercher. Mais en fait, ils voulaient vraiment me faire dire des choses. On voyait qu'ils voulaient me faire dire des choses, mais des choses qui n'existaient pas. Ils ont voulu aussi vérifier mon téléphone. Ils m'ont demandé, monsieur, si vous n'avez rien à vous reprocher, montrez-nous
votre téléphone. J'ai refusé de montrer les messages sur ce qu'il y avait sur mon téléphone, puisque je leur ai expliqué, moi je suis un délégué syndical, il y a des messages qui ne vous regardent pas et que vous n'êtes pas censé avoir. Bon, ils n'ont pas insisté là-dessus, mais ensuite, après, ils ont relancé encore. Mais monsieur, vous êtes sûr, vous n'avez pas, peut-être dans la colère, peut-être ça, vos collègues, ils ont du mal à comprendre. Mais vraiment, ils voulaient me faire dire des choses et ça se sentait. Et au moment où je sentais vraiment qu'ils étaient en train de mettre une pression là-dessus, j'ai décidé de ne plus parler. J'ai demandé à ce qu'on appelle mon avocat. Et c'est à ce moment-là, ils m'ont dit « Non, non, monsieur, pas besoin d'avocat, puisque vous n'êtes pas en garde à vue. Si vous voulez, vous pouvez partir. » Mais ce qui était bizarre, c'est pendant toute cet interrogatoire, c'est qu'il y avait... Ils ne tapaient pas l'ordinateur, en fait. Il n'y avait aucun rapport qui était tapé. C'était une feuille, ils étaient en train d'écrire tout ce que je disais sur une feuille blanche. Et à la fin, je me suis levé, j'ai dit si je peux, je suis libre, je rentre chez moi. Et j'ai demandé par contre de me fournir un PV. Les motifs déjà de cette convocation. On m'a dit clairement, non monsieur, on ne vous donnera rien du tout. J'ai dit oui, mais au moins que je puisse porter plainte, puisque là vous m'accusez de quelque chose quand même qui est assez grave, au moins que moi aussi de mon côté je puisse porter plainte pour accusation calomnieuse. Ils m'ont dit clairement, non, on ne prendra aucune plainte. Donc du coup, j'avais pas le choix, donc je suis parti sans rien du tout. En sortant du commissariat, je rentre dans ma voiture. Le premier réflexe, c'est j'appelle mon avocate. Tayeb Kouira quitte le commissariat à 22h. Sur les conseils de son avocate, il rappelle le numéro par lequel il a été convoqué. Celui-ci est désactivé. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Dès le lundi, il dépose plainte auprès du procureur de Bobigny pour atteinte à la liberté individuelle. Le procureur saisit l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN. Celle-ci contacte le commissaire du Blanc-Ménil pour obtenir les coordonnées des policiers qui ont reçu Tayeb Kouira. Constatons que nous sommes rendus destinataires d'un mail indiquant seulement la présence dans ces locaux, ce jour-là, de la DGSI. L'IGPN se retrouve donc dessaisie de l'enquête au profit de l'Inspection générale de la sécurité intérieure, l'IGSI, un service interne à la DGSI. La délégation de l'IGPN Paris n'ayant pas compétence pour enquêter sur le travail effectué par les effectifs de la DGSI. Les services de renseignement enquêtent donc sur leurs propres agissements. Rapidement, l'officier de police judiciaire anonyme en charge de cette enquête renvoie au procureur un procès-verbal exposant les positions des services secrets. Après vérification au sein de la DGSI, nous sommes en mesure d'indiquer qu'aucune mesure de coercition n'a été utilisée par les effectifs du service qui ont procédé à l'entretien administratif auquel M. Tayeb Kouira a bien voulu participer. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de vérification opérées par 2 agents du service dans le cadre des activités de la Direction générale de la sécurité intérieure, couverte par le secret défense national. L'un des policiers qui a interrogé le syndicaliste est auditionné par l'IGSI. Sur le procès-verbal de cet échange que le média s'est procuré, il apparaît sous l'acronyme BW01 et se décrit comme adjoint au chef de la division en charge du contre-espionnage et du contre-terrorisme sur une zone géographique précise, mais qui est gardée secrète. Questionné sur les raisons de l'audition du syndicaliste, le policier répond. Le 20 janvier, en début de journée, nous avons reçu une information au service sur une potentielle menace terroriste visant un vol au départ de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle le soir même. Cet entretien s'est déroulé sur instruction hiérarchique. À aucun moment il n'a demandé qui nous étions, ni parlé de la DGSI ou fait des remarques particulières. Il a compris au fil de l'entretien, sur la base des questions qu'on lui posait, qu'il avait fait l'objet d'une dénonciation, ou du moins, une personne avait relaté des propos qui n'étaient pas les siens. Au bout de 2 heures, on avait assez d'éléments de réponse qui nous permettaient d'écarter une réelle et imminente menace. Le pays aurait donc été menacé d'un attentat imminent qui aurait dû avoir lieu le soir même. Pourtant, étonnamment, les services secrets n'ont pas l'air si pressés d'interroger M. Kouira. Concernant l'heure de l'entretien, M. Kouira voulait venir le plus vite possible, mais nous avions un délai de route, alors nous avons proposé 20h, et M. Kouira a convenu sans problème de cet horaire. Convoquer M. Kouira à 20h permettait aussi d'écarter sa présence à l'aéroport, le cas échéant. Marion Augier est l'avocate de Tayeb Kouira. Pour elle, cet argument apparaît totalement fallacieux. Mon client, il est bien connu. C'est un responsable syndical qui est connu des institutions. On sait pertinemment
qu'il n'a jamais été associé ni de près ni de loin à une éventuelle menace terroriste, ni lui ni ses proches de toute façon. Et c'est extrêmement étonnant que donc on l'appelle, on le convoque au commissariat de manière libre pour un attentat qui serait, ou en tout cas une menace terroriste qui aurait vocation à intervenir le soir même, alors même qu'il est déjà il est convoqué à 19h et quelques, un jour où il ne travaille pas par ailleurs. C'est extrêmement bizarre parce que j'espère que lorsqu'on a des éléments suffisamment légitimes pour croire à la réalité d'une telle menace, qu'on travaille d'une autre manière et qu'on ne se borne pas à dire « Ah, monsieur, est-ce que vous êtes disponible pour un entretien parce qu'on croit que vous êtes potentiellement à l'origine d'une menace terroriste ». Donc, ça ne tient pas une seule seconde, ça ne tient pas. Maintenant, c'est le motif qui a été donné pour justifier une audition qui se fait hors cadre. Moi, je me demande si l'idée n'était pas plutôt d'obtenir simplement du renseignement sur les activités syndicales militantes de mon client et qu'on sait pertinemment que cette seule volonté ne justifie pas un entretien comme cela a été organisé, orchestré, et que de ce fait, il faut blanchir d'une certaine manière la volonté de renseigner pour renseigner en organisant, en créant cette prétendue menace à caractère terroriste qui clairement est sans aucun lien avec mon client et ne présente aucun caractère sérieux. Tayeb Kouira, lui, y voit une volonté d'intimidation liée à ses engagements pour la cause palestinienne. Moi, quand je lis l'audition des agents de la DGSI, on voit bien que ça ne correspond pas aux questions qu'on m'a posées. Parce que ces questions-là, on ne m'a pas posé ce que je compte faire quelque chose, quelle organisation je fréquente ici en France. Ça, on ne m'a jamais posé ces questions-là. Et on voit bien que voilà, ils étaient dans l'obligation de retrouver un autre élément, parce que moi, ce qu'on m'accusait, c'était de glorifier le Hamas. Donc, ils ont rebasculé leur argumentaire sur une menace d'attentat imminent. Et ça, je pense que ouais, c'est un peu gros, surtout qu'ils savaient très bien que j'étais un délégué syndical, j'avais des responsabilités syndicales aussi, que ce soit sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, mais pas que, mais c'est tous les aéroports français avec mon statut de porte-parole national. Donc on voit bien que derrière, il y a de l'intimidation et on voit bien que c'est de la barbouzerie. Il ne faut pas oublier, il faut prendre aussi en considération que ce moment-là, il y a une vague de répression, que ce soit pour la défense et le soutien du peuple palestinien, mais aussi une revanche du gouvernement de Macron, surtout sur ce qui a pu se passer pendant les réformes des retraites. Il ne faut pas aussi oublier que j'ai été convoqué au mois de janvier, mais au mois de juillet, on a eu les Jeux, août, on a les Jeux Olympiques qui arrivaient. Dès qu'il y avait vraiment cette peur aussi d'avoir une grève massive dans l'aérien. Puisque là, on était censé accueillir le monde entier. Donc on voit bien qu'il y avait quand même quelque chose de calculé. Les services de renseignement ont agi sous le régime dit administratif, c'est-à-dire que leurs actions ne sont pas supervisées par le pouvoir judiciaire. Pour Maître Marion Augier, elles ne sont d'ailleurs régulées par aucun texte clair. Dès lors qu'on est sur du renseignement, dès lors qu'on est sur de la sécurité intérieure, on a en effet recours à des enquêtes administratives, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une enquête qui est menée sous le contrôle d'un juge, dans le cadre du code pénal, conformément aux règles du code pénal. S'il y a un code qui s'applique, c'est le code de la sécurité intérieure, mais qui fixe extrêmement peu de règles. Et finalement, ces enquêtes administratives, elles sont conduites dans des circonstances extrêmement opaques, qu'on connaît très peu, il n'y a pas de garantie pour ainsi dire. Les données sont collectées dans le cadre de notes blanches, sans procès verbal, sans qu'il soit fait signer à l'intéressé les informations qu'il a pu donner. Et donc c'est un cadre qui est extrêmement opaque, qui s'applique ici. Le Code de la sécurité intérieure comporte en effet un chapitre entier dédié aux services de renseignement. Mais il est principalement question de l'encadrement des techniques de captation d'informations par voie électronique, audio ou audiovisuelle, pour lequel une autorisation doit être demandée à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Mais l'audition, dans le cadre d'une enquête administrative, n'apparaît pas dans ces textes. On
peut difficilement parler de cadre légal dans la mesure où un cadre légal, ça implique que c'est un cadre qui est posé par les textes. Et là, précisément, il n'y a pas de texte. On sait qu'on n'est pas dans le champ du code pénal, on sait qu'on n'est pas dans le champ d'une audition libre, on n'est pas dans le champ d'une garde à vue, il n'y a pas eu de contrainte. En réalité, on n'a pas obligé mon client à demeurer sur place, il n'y a pas eu de privation de liberté. Donc on sait ce qu'il n'y a pas eu, mais en réalité, ce qui s'est passé, on ne peut pas le mettre dans une case qui serait posée par une loi ou un règlement. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un cadre légal à proprement parler. Je crois qu'il y a une vraie difficulté à maintenir une personne dans la confusion la plus totale en ne lui faisant pas valoir ses droits, en ne lui disant pas non plus qu'elle est privée de liberté, en l'entretenant dans cet état d'ambiguïté, d'une forme de tromperie derrière tout ça, et en se prévalant de cette situation complètement confuse dans laquelle on a volontairement plongé mon client pour obtenir des informations relatives à ses relations, à ses responsabilités syndicales, à ses convictions religieuses, ses pratiques religieuses notamment. Il est évident que le renseignement, les techniques de renseignement, soient couvertes par une certaine opacité. Ça paraît logique, c'est nécessaire à l'efficacité du renseignement que les méthodes ne soient pas complètement transparentes, que des méthodes un peu tangentes, un peu borderline puissent être utilisées lorsque c'est justifié. Ça semble admissible. La question, c'est est-ce que c'est justifié? C'est pas parce qu'on est la cible du renseignement qu'on doit être d'un seul coup dépossédé de ses libertés fondamentales et de ses droits fondamentaux. La plainte pénale déposée par Tayeb Kouira a été classée sans suite. Mais avec son avocate, le syndicaliste envisage de mettre en cause la responsabilité de l'État devant le tribunal administratif. Je vois au moins 3 difficultés. D'une part, le caractère déloyal de la méthode, qui consiste à le maintenir dans une situation de confusion et entretenir cette situation de confusion pour obtenir des informations. Ensuite, l'atteinte au droit au respect de sa vie privée, puisqu'on obtient des informations qui normalement sont couvertes par le droit au respect de la vie privée. Puis, il y a un dernier élément, qui est que normalement, on a toujours la possibilité de ne pas s'auto-incriminer, c'est-à-dire de ne pas donner d'informations qui vont nous incriminer. Et cette possibilité de ne pas s'auto-incriminer, on la connaît grâce à un droit qui est le droit de se taire. On a toujours la possibilité de se taire et de ne pas délivrer des informations qui vont nous auto-incriminer. Et là, le droit de se taire, il n'a jamais été notifié à mon client. Le plus important pour nous, c'est déjà de mettre ces méthodes qui sont inadmissibles sur la place publique. Ça pose problème pour nos libertés surtout, notre droit à manifester, mais aussi à se syndiquer ou avoir une opinion qui ne correspond pas à ce que l'État veut nous imposer. Et le danger surtout, c'est que là, à l'heure actuelle, là, pendant cette période-là, on n'a pas encore l'extrême droite au pouvoir.